Bonjour et bienvenue sur notre nouvelle session Intimus, le webinaire qui accompagne l'intimité relationnelle et sexuelle en ces temps de confinement. Intimus vous est proposé par la chaire UNESCO Santé sexuelle et droits humains à travers la plateforme Zoom. Donc 3 thèmes seront abordés ici dans les webinaires au cours des différentes sessions. Garder une bonne santé sexuelle en temps de pandémie grâce aux valeurs relationnelles, couple et coronavirus, et le confinement comme possible terrain pour des violences. Tous les jours, nous allons accueillir un ou une experte pendant 1 heure, le temps d'aborder un thème et de répondre à toutes vos questions en lien avec cette période de confinement. Je suis Georgina Lepoul, je serai à l'écoute de toutes vos questions durant ce webinaire. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions en vous les adressant à Animatrice dans le chat. Elles sont bien évidemment anonymes, donc soyez nombreux à participer. Donc, après avoir abordé la question du conflit hier, vous pourrez retrouver la vidéo sur la chaîne YouTube de la chaire UNESCO Santé sexuelle et droits humains. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de l'agressivité. Comment gérer son agressivité et comment travailler sa bienveillance en ces temps de confinement. L'agressivité est profondément humaine, elle est même tout à fait naturelle puisqu'elle est en lien avec notre cerveau reptilien. Mais cette agressivité peut parfois prendre le dessus et être plus forte que nous en se manifestant de plusieurs façons, en particulier durant cette période de compétition. Il va être nécessaire de comprendre la nature de l'agressivité, de comprendre d'où elle vient, de savoir si on peut la domestiquer et voir la tranquilliser. Aussi réfléchir à pourquoi le confinement que nous vivons peut susciter de l'agressivité plutôt que de la sagesse et de la bienveillance. Et est-ce que, par exemple, le courage ne serait pas une solution à cette agressivité? Donc, de retour avec nous aujourd'hui pour nous éclairer, c'est Joëlle Mignot, psychologue clinicienne, directrice du pôle santé sexuelle et droits humains de l'Université Paris Diderot et rédactrice en chef de la revue Sexualités humaines. Et ce sera l'experte pour répondre à nos questions aujourd'hui. Bonjour Joëlle. Bonjour Georgina, bonjour à toutes et tous. Donc, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous aider à définir l'agressivité, sa nature et d'où elle vient? Bien sûr. Alors d'abord, sur un plan étymologique, agressivité vient d'une origine qui est très intéressante puisque c'est aller vers. Donc, elle nous donne déjà une indication sur le fait que l'agressivité est d'abord en lien avec la relation. Ensuite, sur un plan plus psychologique, plus intrapsychique, on sait bien que l'agressivité humaine, elle est très liée à des éléments très, très refoulés, très archaïques, et qu'elle naît aussi finalement très vite dans la vie des humains. Dès tout petit, elle peut s'exprimer. Et en particulier avec toute la construction du pulsionnel, c'est-à-dire que l'agressivité est très très liée à la pulsion et en particulier d'ailleurs à la pulsion de vie. Alors on verra tout à l'heure aussi qu'elle a aussi un lien avec la pulsion de mort, mais la pulsion de vie est empreinte en fait de cette agressivité qui nous permet aussi d'être en relation avec les autres et d'être en relation avec le monde dès les premiers jours de la vie. Donc, il y a une partie très, très positive à l'agressivité qui n'est pas que négative. C'est important de le dire parce qu'elle nous permet aussi de tenir debout d'une certaine façon. Elle nous permet aussi de sentir une certaine force en nous, de nous construire. Sauf que quand elle s'exprime, elle peut prendre des formes, bien entendu, extrêmement négatives et voire aller jusqu'à la violence. Et c'est justement ce paradoxe et cette dimension très, très plurielle que nous allons aborder aujourd'hui. Donc, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur quels sont les différents types d'agressivité et peut-être quelle est la différence avec la violence? Oui. Alors, celle à laquelle on pense en premier, c'est d'abord l'expression que l'on peut, les uns ou les autres, ressentir en nous-mêmes et qui va se projeter sur l'autre, en fait. Hein. Donc, ça peut être évidemment une agressivité qui peut être verbale, d'abord. C'est une forme d'agressivité. Il y en a plusieurs, il y a plusieurs autres formes. L'agressivité physique, évidemment, qui peut se manifester aussi par des gestes, qui est d'ailleurs interdite par la loi, il faut quand même le dire.
Et puis, il y a une autre forme d'agressivité qu'on oublie souvent, c'est l'agressivité passive. C'est-à-dire l'agressivité qui se manifeste dans le silence, dans le retrait, dans le rejet ou dans le mépris, par exemple. Le mépris est une forme d'agressivité qui peut être ressentie de façon très violente par celui qui est méprisé. Donc, il y a des formes différentes qui ne sont pas seulement que des agressivités, je dirais, communes ou celles à laquelle on pourrait penser en première intention. Il y a vraiment des formes différentes et c'est important de pouvoir les repérer en soi parce que la particularité aussi de l'agressivité, si elle a un côté positif, c'est que quand elle est beaucoup trop présente, eh bien, elle nous dépasse et elle vient aussi des tréfonds de notre inconscient. Donc, ça vient vraiment d'éléments très profonds de notre histoire. Et il y a des personnalités qui sont plus ou moins agressives. Et tout ça s'ancre dans l'histoire de chacun. Ok. Vous parliez d'agressivité verbale. Est-ce que ça veut dire qu'on peut être, par exemple, agressif même à distance en ces temps de confinement, pas être uniquement agressif qu'avec les personnes avec qui on rentre en contact, mais aussi à travers les réseaux sociaux d'une manière ou d'une autre ou Bien sûr, actuellement, le fait que l'on communique tous déjà par les médias interposés, téléphone ou médias Internet, il y a aussi les agressivités que l'on rencontre, comme vous le dites très justement, sur les réseaux sociaux qui sont quasiment des projections, des écrans où les gens projettent leur agressivité. Et là, ça peut aller jusqu'à des projections de haine qui peuvent être vécues de façon extrêmement violente et qui sont très violentes parfois, à travers les mots, à travers les images, à travers les expressions, à travers cette haine qui envahit tous nos réseaux sociaux et à laquelle il faut vraiment faire très très attention et pour laquelle il faut vraiment se prémunir. Donc effectivement, nous sommes en plus dans une période là compliquée parce que cette période suscite beaucoup de réactions personnelles et collectives auxquelles finalement on ne s'attendait pas forcément. Et si l'agressivité, c'est aussi ce qui fait que les gens bataillent, c'est aussi ce qui fait la guerre, c'est aussi ce qui fait quand même que depuis que le monde est monde, elle circule entre les êtres. Et bien là, le fait que les gens soient enfermés chez eux et en plus peuvent se libérer, parce qu'il y a aussi une forme de libération sur les réseaux sociaux à travers la haine, eh bien c'est vrai qu'il faut y être très très attentif. Donc, est-ce que finalement l'agressivité ambiante ne serait pas liée à l'angoisse et à la peur ressentie par une possible contamination du virus corona en ce moment, ou est-ce que plutôt elle est liée à la frustration du fait que nos habitudes soient bouleversées et qu'on se retrouve enfermés chez nous Alors, Georgina, les deux. Les deux. Alors, la première chose à dire, c'est que le coronavirus est déjà une agression. Nous sommes agressés par je trouve qu'il y a une idée très importante par l'infiniment petit. C'est-à-dire qu'on ne s'attendait pas que ce soit l'infiniment petit qui nous agresse finalement. Et nous sommes tous agressés, alors plus ou moins, alors ceux qui sont malades le sont plus que les autres, évidemment, mais on peut l'être aussi psychiquement, parce que c'est l'idée effectivement qu'on pourrait être malade, c'est l'idée que ceux qu'on aime pourraient être malades, et ça suscite des réactions qui parfois sont parfois un peu incompréhensibles aussi, ou en tout cas qui peuvent faire vraiment bouger les lignes de nos relations avec les autres. Donc, nous sommes déjà dans une situation d'agressivité par un virus auquel finalement on ne connaissait pas il y a un mois ou deux où on en avait entendu parler, il était lointain, maintenant il est proche, il est là. Ce virus peut nous attaquer personnellement, il attaque notre environnement, il attaque notre vie puisqu'il a des conséquences énormes sur la vie des gens, évidemment dans le confinement, mais pas seulement dans le confinement, aussi la vie économique, etc., etc. Donc il y a des agressions diverses et variées qui vont avoir des conséquences en plus qu'on pressent mais qu'on ignore finalement parce qu'on ne sait pas trop comment ça va se passer dans 2 mois. Donc en fait, nous sommes agressés.
Donc, on est agressé par un élément inconnu qu'on se représente. Alors, on voit un petit virus qui se promène partout. On en a une représentation aussi à travers les gens qui eux, développent les symptômes de la maladie. Mais c'est vraiment important de dire que nous sommes dans un contexte d'agressivité un peu mystérieuse, on va le dire comme ça. Alors après, tout ça va se cristalliser sur des personnalités. C'est sûr que des personnalités qui d'emblée déjà sont elles-mêmes assez agressives, ça peut évidemment susciter une agressivité plus grande. Et ça peut faire développer des mécanismes d'agressivité beaucoup plus importants pour des petits riens parfois, pour une parole, pour un geste, pour une attention, une attitude, enfin voilà. Donc ça va se cristalliser sur des personnalités qui, déjà agressives, vont le devenir sans doute un peu plus. Pour ceux qui le sont moins, parce qu'on n'a pas tous la même dose d'agressivité en nous, hein, suivant l'histoire qu'on a vécue et puis suivant aussi la réactivité qu'on peut avoir, parce qu'il y a des gens plus ou moins réactifs aussi, eh bien, pour ceux qui, peut-être qu'ils vont intérioriser un petit peu plus les choses et les vivre avec une agressivité qui peuvent retourner contre eux, par exemple en devenant dépressifs ou en étant dans une tristesse quotidienne ou en étant dans des éléments voire parfois suicidaires. On a parlé du suicide hier, mais c'est vraiment, ça peut aller jusque-là. Donc en fait, à la fois ce contexte d'agression qui nous vient d'un autre monde, puisque l'infiniment petit, on ne le connaît pas vraiment. Hein, on voit bien d'ailleurs toutes les polémiques qu'il y a autour des médicaments hein, aujourd'hui. Hein, on est dans des incertitudes aussi, on est dans des doutes. Tout le monde essaye de trouver des solutions, mais les doutes aussi nous insécurisent et peuvent aussi susciter des agressivités les uns envers les autres. Donc voilà, et puis ce support personnel de chacun, de la vie de chacun, qui va faire que cette agressivité va prendre une forme ou une autre. Donc, il y a de l'agressivité qu'on peut tourner vers les autres, de l'agressivité de notre environnement et de l'agressivité qu'on peut tourner vers soi. Mais donc ici, Intimus, on essaie de parler, comme vous le savez, surtout de la dimension intime, relationnelle et sexuelle. Donc, est-ce qu'il peut y avoir une dimension sexuelle à l'agressivité ? Alors évidemment, bien sûr. Alors on se rend compte depuis quelques jours là que les violences sexuelles sont en recrudescence. On n'a pas encore tout à fait les chiffres, mais je pense qu'on va vraiment avoir des chiffres qui vont exploser au niveau des violences, parce que justement cette agressivité va être potentialisée par le confinement. Et comme on sait aussi que l'agressivité c'est une des bases aussi de la sexualité humaine. Hein, le côté effectivement, alors quand je parle de l'agressivité comme base de la sexualité humaine, je parle pas de la violence, je parle de la nature proactive hein, et qui nous permet aussi d'être dans la pulsion de vie de l'agressivité. Donc il faut être très prudent avec les paroles autour de l'agressivité. Et évidemment qu'elle fait aussi partie de la sexualité humaine, mais là elle peut se potentialiser et prendre des formes qui vont être des formes violentes et des formes de pression, de non-écoute de l'autre, de possessivité, de vouloir absolument imposer quelque chose à l'autre, etc. Et ça, c'est sûr que ça va se jouer dans l'intimité des couples et dans l'intimité des familles aussi. Donc, on peut voir on pourrait constater une réelle transformation des habitudes et des relations sexuelles dues au confinement et aux conséquences qu'elle peut avoir sur notre agressivité. Oui, il y aura certainement beaucoup de conséquences, comme on l'a dit, sur les violences faites aux femmes. En ce moment, on commence on entend que de part et d'autre, effectivement, des moyens qui sont mis à disposition hein, des femmes en particulier qui sont confinées et qui pourraient être confrontées à l'accroissement de ces violences. Alors, il n'y a pas que dans les couples, et il y a aussi toute l'agressivité qui est envers les soignants, par exemple, envers les infirmières. Il y a des infirmières qui ont retrouvé, vous savez, des mots sur leur porte en disant qu'il fallait qu'elles quittent les immeubles. Enfin, on est vraiment dans… Et puis, les pharmaciens sont
très agressés aussi. Donc en fait, le personnel soignant, bon, on le sait, qui se dévoue au corps et âme actuellement et qu'il faut vraiment saluer, eh bien, est confronté à cette agressivité et doit aussi gérer ça. Et c'est pas simple, donc parce que ce sont aussi c'est du personnel soignant, mais ce sont aussi des hommes et des femmes qui ont des familles, qui ont des amoureux, des amoureuses, qui vivent dans leur couple aussi des moments compliqués pour tout le monde. Et je crois qu'on va certainement avoir beaucoup de conséquences effectivement sur la vie intime et sexuelle de toute cette agressivité malveillante, on va dire ça comme ça. Parce que là, on va parler de la bienveillance tout à l'heure, mais la dimension malveillante de l'agressivité, elle est évidemment très vivante en ce moment, hein, très très Oui, vivante. parce On a vraiment à s'en prémunir, tous et toutes, de façon, je crois, vraiment active, et en particulier notre propre agressivité, parce que c'est ça la difficulté. C'est qu'on parle de l'agressivité des autres, mais souvent on ne repère pas la sienne propre. Hein, et ce qui pourrait paraître à quelqu'un agressif ne paraît pas agressif pour l'autre. Donc c'est aussi très relatif tout ça. Hein. Donc repérer sa propre agressivité, c'est important. Elle peut prendre différentes formes en soi. Hein. Donc c'est un vrai travail. Oui, parce qu'on parlait un peu plus tôt dans la semaine aussi des situations où ce confinement, on va pouvoir modifier notre libido, on peut être dans une période d'hypersexualisation. Est-ce que, parce que les événements ont changé, et voilà, mais il y a une différence à faire entre ce que vous dites, entre une hypersexualisation et donc une excitation importante et des pulsions qui seraient agressives et pas du côté sain. C'est ça? Oui, parce que en fait, c'est vrai que comme dans l'agressivité, il y a une dimension pulsionnelle importante. La pulsion, ça se définit de façon assez simple. C'est une poussée. C'est une poussée qui nous. Bon, c'est pas moi qui l'ai inventé, ça, c'est Freud. Hein. Donc c'est une poussée qui est en nous et qui nous pousse à vivre, par exemple pour la pulsion de vie. Et puis bon, il a aussi beaucoup parlé de la pulsion de mort, qui fait partie aussi de l'agressivité malveillante. Donc c'est quelque chose, c'est une poussée qui est en nous, qui nous dépasse, qui est plus forte que nous, qui nous permet de vivre aussi, mais qui est plus forte que nous. Et on sait bien que quand on ressent de l'agressivité envers quelqu'un ou envers une situation, eh bien, c'est quelque chose qui est plus fort que nous la plupart du temps, sauf si on a un regard là-dessus et sauf si on s'arrête un peu. Voilà. Je crois que prendre du temps, c'est important, hein, sauf si on s'arrête un petit peu sur ce qu'on est en train de vivre, et puis aussi si on replace aussi l'essentiel. Je pense qu'on est aussi dans cette réflexion actuellement sur l'essentiel. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas. Voilà. Si on a des messages à faire passer, c'est de dire que cette agressivité, on peut tous la ressentir à un moment donné, mais qu'on doit apprendre à la domestiquer. Hein, c'est un peu comme un petit animal. Bon, dans mon PowerPoint, je parle d'un petit dieu hindou qui s'appelle Hanuman, enfin un grand dieu d'ailleurs, c'est pas un petit, c'est un très grand même. On en parlera tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il symbolise vraiment à la fois cette puissance agressive positive et en même temps la peur qu'il peut susciter. Donc voilà, donc tous ces éléments-là sont très très importants, c'est-à-dire apprendre à la domestiquer, à domestiquer notre animalité aussi, parce que dans l'agressivité, il y a une part animale. On a parlé du cerveau archaïque, enfin du cerveau reptilien. Reptilien, c'est reptile, hein, donc ça veut bien dire quelque chose. Ça veut dire que quand on est dans cette agressivité, en contact avec ce cerveau reptilien qui nous échappe totalement, eh bien, on est vraiment dans des choses très, très profondes, très anciennes, qui nous ramènent vraiment à de l'humain, mais le plus profond et le plus archaïque. Alors là, j'ai une question en direct live. Quelqu'un qui me demande des précisions sur ce que vous appelez l'agressivité positive. Oui, oui, oui. Alors l'agressivité positive, elle est dans celle, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est reliée à la pulsion de vie, c'est-à-dire celle qui nous permet aussi de nous défendre, par exemple. Hein, c'est vrai que nous sommes construits aussi avec des défenses et parfois on a besoin de se défendre. Donc si on n'a pas cette part agressive qui nous permet de nous défendre, de nous mettre derrière, de dresser un bouclier qui peut prendre différentes formes, hein, évidemment. L'important, c'est pas tant de ressentir notre agressivité et de pouvoir la domestiquer, c'est surtout d'en prendre conscience.
hein, et de prendre conscience aussi que parfois on peut être agressif avec les autres sans le vouloir d'ailleurs. Mais tout ça, c'est vraiment une question de prise de conscience et de regard sur soi-même. Mais en même temps, il y a une part qui est aller vers, dans l'étymologie, hein, je l'ai dit tout à l'heure, qui est quand même une part importante aussi de l'agressivité, qui est celle qui nous permet aussi d'exister. Hein, et si on n'était que des êtres sans agressivité, on serait des êtres complètement ramollis et sans un peu tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et on sait très bien que ça non plus ce n'est pas une solution pour la vie en relation. C'est qu'on a aussi besoin parfois de pouvoir s'affirmer, de pouvoir exister, de pouvoir dire ce qu'on a à dire. Alors après, on peut apprendre à le dire sans agressivité verbale, bien entendu. Mais je crois que l'agressivité, elle n'est pas que négative. Elle peut être très négative et très malveillante et très violente, bien entendu, dans ses excès. Là-dessus, on ne va pas revenir dessus. Mais par contre, elle a aussi une part quand même qui nous permet d'exister dans le monde. Donc, vous parliez de la dimension de aller vers dans l'agressivité. Donc, il y a cette dimension relationnelle. Il y a aussi, du coup, si on est agressif, il y a un risque de sanction, j'imagine. Bien sûr. Alors, vous voyez, quand on dit si on est agressif, je crois que c'est deux choses très différentes de dire qu'on peut avoir une part d'agressivité dans notre construction humaine, au sens large, et être agressif. Être agressif, c'est autre chose, c'est agresser l'autre, ou agresser un groupe de personnes, par exemple, sur les réseaux sociaux, on voit bien que ces agressivités. Alors, c'est pour ça que toutes ces notions, elles sont très sensibles. Elles nous ramènent à la question de l'amour et de la haine aussi. Hein, c'est vrai que quand l'agressivité est empreinte de haine, hein, ou est égale à la haine, eh bien là on est dans une agressivité extrêmement destructrice. Donc voilà, je crois qu'il faut être prudent dans toutes ces définitions, et puis se rendre compte aussi que eh bien, cette agressivité, elle peut mener à des excès. Hein, qui sont vécus par l'autre, pas forcément comme soi-même on sait qu'il pourrait être vécu. Donc ça, c'est important de le dire aussi. Parce qu'il y a aussi une histoire aller vers, c'est aussi une histoire d'émetteur et de récepteur. Hein, je peux vous dire un mot qui va vous sembler agressif, alors que moi, je ne pensais pas du tout qu'il l'était. Hein, et inversement. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi cette idée-là. Hein, là, maintenant, là, je ne parle pas des passages à l'acte, hein, parce qu'on a parlé de la haine, mais l'agressivité est aussi en lien avec la question du passage à l'acte. Et le passage à l'acte, notamment physique, dans les violences sexuelles ou dans les violences tout court, évidemment, est une forme d'agressivité absolument, totalement négative et totalement malveillante. Donc là, j'ai une autre question. Comment se prévenir par rapport à cette agressivité si elle vient d'un cerveau qui, quelque part, nous échappe? Et donc, en lien avec cette question, une personne me demande, est-ce possible de la domestiquer et de la tranquilliser? Oui. Alors, oui, c'est très joli comme question, parce qu'effectivement, le cerveau reptilien, il nous échappe. C'est le cerveau le plus profond, le plus ancien dans toute l'histoire de l'humanité, hein, puisque ça nous renvoie à ça. Mais on n'a pas qu'un cerveau reptilien en tant qu'humain, on a aussi d'autres parties dans notre cerveau, et notamment un cortex qui nous permet de réfléchir. Donc, et puis des interactions entre toutes ces parties cérébrales. Donc, eh bien, le propre de l'homme, c'est aussi de penser, de réfléchir, de s'interroger sur lui-même, autant que faire se peut, et justement de s'interroger sur des moments qui parfois nous échappent. Donc, on a les deux en nous-mêmes, hein, on a les deux. On est à la fois, il y a une part de nous très animale et très archaïque, on le sait, qui se manifeste d'ailleurs souvent justement par toutes ces violences. Et puis, il y a une part aussi réfléchie, pensée, qui nous permet de prendre de la distance, heureusement. Hein, et domestiquer l'agressivité, ça passe par justement ce recul et peut-être la première des choses à réfléchir à sa propre agressivité avant de penser à celle des autres. Parce que quand on est agressé, on pense à celle de l'autre en général. Alors évidemment, ça dépend des situations, hein. Mais c'est aussi intéressant de réfléchir à la sienne propre et de se dire que, eh bien, parfois on est agressif sans vraiment savoir, un peu comme Monsieur Jourdain.
Alors, j'ai quelqu'un qui me demande si vous pouvez revenir en quelques mots sur le lien entre l'agressivité et la sexualité, en quoi l'agressivité est une base de la sexualité. Et après, dans un second temps, si vous voulez, quelqu'un qui me demande pourquoi, en cette période de confinement, c'est l'agressivité qui a plutôt tendance à se manifester plutôt que la sagesse et la bienveillance. Alors, l'agressivité, c'est une base de la sexualité parce que, encore une fois, elle nous permet d'aller vers l'autre. Bon, ça, d'accord. Mais Mhm. c'est une des figures. Alors, ça ne veut pas dire pour ça qu'il faut agresser l'autre dans la sexualité. Hein. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Hein. Absolument pas. Seulement, il y a du mouvement, par exemple, dans le corps. Il y a des gestes qui peuvent être plus ou moins tendres, plus ou moins doux, plus ou moins vifs. Donc, effectivement, toutes ces nuances, elles se teintent aussi par moments de ce mouvement intérieur et extérieur qui va faire que dans la relation sexuelle, eh bien, il n'y a pas du lénifiant, de la tendresse et du ramollissement. Hein. Il y a aussi des moments toniques, il y a aussi donc la tonicité, elle est liée, la tonicité du corps par exemple, elle intègre une dimension de l'agressivité positive. Hein, encore une fois, je mesure mes mots. Hein, voilà. Ceci dit, passer du côté de l'agressivité active qui a un sens véritablement destructeur et qui ne, on a parlé du consentement, qui ne requiert pas le consentement de l'autre ou qui fait qu'il y a des choses qui dépassent les limites de l'acceptable et du respect, effectivement, là, on est dans tout à fait autre chose. Donc voilà. Donc je pense que c'est important de savoir on n'est pas que des êtres très enfin, flottants comme ça, très doux, très tendres, etc. Et que à la fois on est dans cet inconscient qui parfois nous dépasse et nous surprend nous-mêmes, et puis à la fois, eh bien, on doit aussi faire attention à ce que nous exprimons et comment nous l'exprimons. La deuxième question, c'était? C'était pourquoi en cette période de confinement, c'est plutôt l'agressivité qui a tendance à se manifester plutôt que la sagesse et la bienveillance. Est-ce que c'est quelque chose, juste c'est un J'espère que non. biais de J'espère que perception non, ou... mais effectivement, enfin, bon, je pense que la réponse, elle est très très liée à ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport au fait que nous-mêmes nous soyons agressés sans l'avoir prévu ni même anticipé. Ça, c'est sûr. Et puis après, ben, on sait bien que dans les moments difficiles comme ça, eh bien, ça peut être les tréfonds de l'humain qui peuvent ressortir et pas forcément ce qui est très glorieux. Donc, eh bien, tout ça va se manifester et s'installer dans les relations entre les êtres bah, par le cadre aussi qui est donné par la société, par le cadre des valeurs que nous avons tous intégrées. Bon, toutes ces valeurs de la santé sexuelle, on les connaît, on les a beaucoup exprimées déjà dans les différentes conférences que nous avons faites. Mais c'est vrai que le cadre, il va être important pour contenir aussi. Parce que l'agressivité, ça se contient aussi. C'est vrai que quand on parle de l'agressivité positive, c'est une agressivité contenue. Hein, et les valeurs sont là pour contenir aussi notre agressivité. C'est-à-dire que si on se sent par exemple, dans un mouvement agressif vis-à-vis de quelqu'un, je ne parle pas forcément de passage à l'acte, mais d'un mouvement agressif, d'un agacement, une colère, des choses qui nous font bouillonner à l'intérieur de nous, on sent l'agressivité, c'est vrai qui pourrait se manifester par des mots ou par une façon désagréable d'être avec l'autre. Là, je parle du banal, hein, de vraiment l'agressivité banale de tous les jours. Hein. Eh bien, c'est vrai que réfléchir et puis s'arrêter un peu d'abord, se poser, et puis se dire que peut-être, bah, effectivement, ces valeurs de respect d'écoute de l'autre, peuvent nous aider à apaiser un peu ces mouvements intérieurs. Parce que c'est très corporel aussi l'agressivité. C'est quelque chose qu'on ressent au fond de soi. Je parlais de la figure de la colère. La colère, c'est une forme d'agressivité hein, qui s'expulse et qui se projette sur l'autre. Donc, il y a aussi cette dimension très projective de l'agressivité qui est importante et dont on a vraiment besoin de prendre conscience. Et justement, dans cette question physique de l'agressivité, j'ai quelqu'un qui me demande, peut-on avoir trouvé un équilibre grâce à la sexualité quand on sent que l'on devient agressif actuellement? Ah, ça c'est très intéressant comme question parce qu'effectivement, le fait de dégager
une tension, surtout pour les êtres qui sont construits sur une sexualité très pulsionnelle, qui est vraiment, qui s'inscrit dans une tension corporelle. On n'est pas tous sur le même mode hein, au niveau de la construction de la sexualité. Les gens qui sont beaucoup plus cérébraux, etc., d'autres plus dans la sensualité, etc., et puis d'autres qui ont vraiment une tension physique. Hein. Et cette tension physique, ils n'en ont pas forcément conscience. Et d'ailleurs, c'est ce qui, parfois, les pousse à aller au-delà de l'acceptable. Hein. Donc, effectivement, cette tension et cette notion de sexualité un peu cristallisée sur l'excitation sexuelle, eh bien, peut trouver dans la sexualité une forme de décharge qui va leur permettre d'apaiser. Hein, d'apaiser leur agressivité. On se rend compte parfois dans les couples, quand il y a la sexualité, ou chez les individus, quand la sexualité est peu active pour des raisons internes à la vie du couple, par exemple, eh bien, ça peut susciter effectivement une forme d'agressivité qui se manifeste dans d'autres domaines. Par exemple, dans le domaine de la vie quotidienne, par exemple, dans l'agressivité verbale, par exemple, dans la façon de se comporter avec l'autre, hein, dans le conflit, dans le reproche. Hein. Toutes ces formes-là, quand on voit bien quand les gens sont dans le reproche quotidien vis-à-vis de l'autre, c'est souvent une agressivité rentrée qui ne s'exprime pas sexuellement ou pas relationnellement, et qui se manifeste par les reproches. La question du reproche, c'est une figure aussi de l'agressivité, comme la colère. Alors là, j'ai des questions qui veulent nous emmener plutôt vers la solution que vous proposez sur la bienveillance. Quelle est la définition de la bienveillance? Quelles sont les clés? Mais aussi, j'ai d'autres gens qui me posent des questions sur les valeurs. Quel rôle elles jouent sur la sexualité? Quel est le lien en fait direct entre les valeurs et la sexualité, surtout en période de confinement? Oui. Alors, on va commencer par les valeurs. Bon, nous, c'est un peu notre dada à la chaire UNESCO, santé sexuelle et droits humains. On travaille beaucoup sur les valeurs. C'est même un des thèmes de notre webinaire. Bon, j'ai parlé de contenant tout à l'heure. Hein, donc, les valeurs contiennent, c'est vrai. Elles permettent sur deux plans, sur le plan individuel et sur le plan collectif. Donc, on sait bien que toutes ces valeurs qui sont intriquées les unes dans les autres, l'autonomie, le respect, le consentement, toutes ces valeurs qui sont l'égalité, qui sont les unes intriquées les unes dans les autres. Hein, elles ne sont pas isolées. Ça, c'est très important de dire que c'est un tissage de valeurs qui va faire que ce tissage va permettre effectivement aux gens qui s'y intéressent et aux gens qui ont eu envie aussi d'y réfléchir, hein, c'est pas forcément vrai pour tout le monde, mais eh bien va permettre à la fois de contenir sur un plan sociétal, puisque ce sont des valeurs aussi de notre société, de notre vie en commun, hein, qu'on devrait appliquer tout le temps, et puis aussi sur le plan individuel. Donc c'est vrai qu'elles ont une fonction contenante et elles permettent aussi à la sexualité de s'exprimer positivement. Ça, c'est très important aussi. Parce que dans l'agressivité malveillante, il y a évidemment beaucoup de négatifs. Donc, voilà. Et la deuxième question, il y avait une autre question avant. C'était sur la définition de la bienveillance et les Oui, la bienveillance. Alors, la bienveillance, c'est une notion assez spirituelle finalement, hein, on le verra tout à l'heure dans le petit PowerPoint que j'ai fait, mais c'est une notion qui est, par exemple, chez les bouddhistes, qui est très importante, qui est liée à la compassion, etc. Mais pas seulement, c'est aussi une notion chez les chrétiens, ou la bienveillance. Donc, on voit bien que dans la bienveillance, par exemple, chez les chrétiens, elle est très liée à l'amour. Hein, alors, il y a différentes figures de la bienveillance. C'est important aussi que spirituellement, justement, cette spiritualité, eh bien, elle nous permette aussi peut-être de dépasser des choses qui sont un peu trop, on dirait le retour du refoulé, si on parlait en tant que psychanalyste, mais qui sont, en tout cas, du côté de choses très, très enfouies qui ressortent et qui ne sont pas forcément très, très jolies. Donc, voilà. Donc, cette spiritualité, elle va permettre aussi aussi d'avoir une fonction contenante et puis créative aussi. Donc, voilà. Alors, tout le monde n'a pas une spiritualité développée. Tout le monde n'est pas ni dans la foi, ni bien sûr.
toutes sortes mais je crois que cette dimension spirituelle au sens large, alors là qui est beaucoup plus large que les engagements et la foi de chacun, peut nous permettre aussi de nous exprimer dans peut-être la part la plus belle de l'humain. Hein, et la bienveillance, c'est ça en fait, c'est nous exprimer dans la part la plus belle de l'humain, en étant, alors il y a plusieurs figures, hein, il y a écouter l'autre déjà, je crois que c'est une des bases, s'écouter soi-même, mais écouter l'autre, essayer aussi de prendre ses lunettes parfois. Hein, c'est tout un travail ça, hein, c'est pas... Et puis se dire que l'autre n'est pas forcément le mauvais et qu'on n'est pas forcément le bon. C'est des choses comme ça, des choses assez simples. Mais voilà, la bienveillance, c'est aussi bienveiller, c'est-à-dire avoir un regard sûr, un regard positif sûr. Hein, contrairement évidemment à la malveillance qui est veillée de façon destructrice. Donc essayer d'être bienveillant, c'est tout un travail, c'est pas forcément lénifiant ou un peu bébête. Je crois qu'il faut se sortir, parce qu'on en parle beaucoup comme de quelque chose d'un peu bébête, où on est bienveillant, voilà. Non, je crois pas. Je pense que et dans les couples par exemple, moi je vois bien avec mes patients quand je leur parle de bienveillance, eh bien d'abord ça leur parle souvent, parce qu'elle n'est pas toujours là, la bienveillance, hein, dans les couples. Et ils se rendent compte que finalement, ils ont à apprendre à être bienveillants avec l'autre. Et on travaille là-dessus, on travaille, et ça les fait travailler, ça les fait avancer. Et c'est souvent de très, très jolis parcours qui sortent les couples des reproches, des choses qui ont finalement, qui n'ont pas plus beaucoup de sens au bout d'un moment, et qu'ils puissent s'apprécier autrement, on va le dire comme ça. Ok, alors là, j'ai plein de questions sur la bienveillance. D'abord, quelqu'un qui demande juste clarification. Est-ce que la bienveillance est-elle une valeur en elle-même? Et quelqu'un qui me demande quelles sont les limites de cette bienveillance. Oui, Et une troisième personne qui me fait remarquer qu'en effet, la bienveillance est devenue très à la mode ces derniers temps. Pourquoi? On la retrouve de plus en plus dans les discours sociopolitiques sur la vie collective, etc. Et il y a une injonction à la bienveillance qui pourrait être contre-productive. Contre-productive, exactement. Et Oui, donc, alors la question des limites de la bienveillance. effectivement, c'est très à la mode. C'est vrai. Alors bon, je Mm. me méfie un petit peu des modes, ça passera, hein, comme d'autres choses. Mais effectivement, je crois que d'abord parce qu'il y a un retour quand même des spiritualités d'Orient qui portent quand même cette idée-là. Et D'accord. qui nous envahit, enfin dans le bon sens du terme, mais qui vraiment prend beaucoup plus de place depuis quelques années. Alors ça existait déjà dans les années 70, ça s'était beaucoup calmé, et là ça revient. Toutes ces spiritualités d'Orient sont quand même très, très actives aujourd'hui, à travers même des pratiques corporelles, comme le yoga, comme la méditation, etc. etc. Donc effectivement, ces pratiques-là, elles portent l'idée de bienveillance quand même. Hein, ça c'est sûr. Donc je pense que la mode, elle est aussi cristallisée autour de ça. Ceci dit, moi, ça me gêne pas que ce soit à la mode. Je préfère que ce soit la bienveillance que la malveillance qui soit à la mode. Hein, franchement, je pense que c'est quand même mieux parce que on n'a quand même pas un temps fou à rester sur cette terre. Donc, je pense que si on essaye de le vivre du mieux possible, en tout cas, de faire cet effort-là, je crois que voilà, moi personnellement, ça me semble important. Après, il y avait une question sur est-ce que c'est une valeur en soi? Alors, Voilà. on pourrait le dire, pourquoi pas. Nous, on ne l'a pas intégrée dans nos valeurs santé sexuelle et droits humains, mais elle est sous-jacente. Hein, elle est sous-jacente de toutes ces. Mais elle est sous-jacente plutôt finalement du tissage de l'ensemble de ces valeurs et de comment elles s'intercalent les unes les autres. Donc, effectivement, on pourrait dire que c'est une valeur en soi, pourquoi pas. Ça peut être une valeur en tout cas individuelle. Chacun peut se dire c'est ma valeur à moi, et j'ai envie de la pratiquer, même si c'est pas toujours facile. Et est-ce qu'il y a des limites? C'était aussi une question, je crois. Eh bien oui, je pense qu'il y a des limites. Je pense vraiment qu'il y a des limites. Et que ces limites-là, alors évidemment, elles sont toujours difficiles à fixer parce que ça va dépendre des situations, ça va dépendre des. Alors je dis pas que on doit passer de la bienveillance à la malveillance, certainement pas. Mais en tout cas, la bienveillance en elle-même, elle a des limites parce que parfois, quand on est trop bienveillant, eh bien, c'est vrai que ça peut aussi
pousser l'autre à ne pas l'être. Donc, il faut être prudent par rapport à ça. Et c'est pour ça que aussi j'ai abordé la question du courage, d'ailleurs, à la fin de mon PowerPoint, parce que je pense que le courage, il nous en faut en ce moment et il est important dans notre vie relationnelle. Ah bah, c'est parfait que vous me disiez ça maintenant parce que j'ai quelqu'un qui me disait, j'ai l'impression que cette agressivité est surtout liée à la peur et l'angoisse actuellement. Donc voilà, donc finalement, est-ce que le courage ne serait pas aussi une solution parallèle à la peur? Alors oui, je pense que le courage, c'est certainement une des solutions. C'est pas facile d'être courageux parce qu'en ce moment, il faut être courageux sur plein de plans, hein. Donc, on est obligé de faire travailler cette dimension du courage sur plein de plans, c'est-à-dire sur la projection qu'on a vers l'avenir, parce que c'est anxiogène, sur ce qu'on vit au quotidien tous les jours, minute après minute, quand on est confiné avec quelqu'un ou seul. Donc, il faut du courage aussi pour être face à soi-même, il faut du courage pour être face à l'autre, face à la famille, il faut face aux enfants qui parfois, évidemment, en ont eux aussi d'être confinés. Enfin, faut être. Ah, je vois qu'il y a une image qui apparaît. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais je vais continuer avec le courage, hein, puisqu'on doit m'entendre encore. Du courage pour continuer Donc, les aléas du direct. voilà, ça y est. Le courage est une vraie valeur, là, pour le coup. On est confronté à notre façon d'être ou de ne pas être courageux en ce moment. Je pense qu'effectivement, l'agressivité que vous décriviez sur les réseaux sociaux, qui se manifeste par des posts anonymes, eh bien, c'est vraiment l'inverse du courage, c'est vraiment totalement l'inverse. Et ça, vraiment, il faut en avoir conscience. Hein, c'est vraiment être dans une dimension, mais alors anti-courageuse au possible, que de faire ça. Donc voilà, donc il y a les deux, quoi. Il y a à la fois le courage qui doit se manifester. Et nos soignants sont extrêmement courageux et ceux qui aident les soignants aussi, parce qu'il y a les aidants de deuxième ligne, dont les psychologues font partie d'ailleurs, qui sont aussi eux-mêmes très, très confrontés directement à ce qui se passe aujourd'hui dans la société. Donc, c'est vrai que le courage, c'est une valeur magnifique. C'est une valeur chevaleresque. Donc, je crois que nous devons essayer d'être courageux, même si parfois c'est pas facile, c'est pas simple. Et voilà, donc c'est un dépassement, une forme de dépassement. Et donc, il n'est finalement peut-être jamais trop tard pour devenir courageux. Et même si que quelqu'un me dit, mais une personne qui est agressive ou qui est passée à l'acte agressif peut s'engager de nouveau pour trouver la bienveillance et la sagesse. Quels outils proposez-vous? Surtout que en fait, il peut y avoir chez celui qui agresse l'autre une forme de confusion entre le courage et l'agressivité. Hein. Donc, et c'est souvent des gens qui s'intéressent pas vraiment sur ce qu'est vraiment leur propre courage. Donc, par contre, il y a aussi le courage de dénoncer, qui est important pour celles qu'il faut bien rappeler, hein, pour celles qui sont agressées, souvent des femmes. Hein. Il n'y a pas que des femmes d'ailleurs, mais enfin bon, je pense que le courage de dénoncer, il faut vraiment le soulever, quoi. Enfin, il faut vraiment aider ces femmes à être courageuses, parce que c'est pas facile d'être courageux, toujours, quand on est face à une agressivité malveillante. Et il y a un passage à l'acte. Donc, il faut soutenir ce courage. Et donc, voilà, dernière question. À qui peut-on s'adresser quand on est dans une situation d'agressivité? Quelle est l'aide qu'on peut aller chercher en dehors, peut-être? Oui, alors bon, on a toujours cette possibilité déjà d'en parler à quelqu'un de confiance, on l'avait déjà dit. Après, il y a toutes les plateformes actuellement qui sont mises en place contre les violences. Je crois qu'hier, nous avons mis en ligne un certain nombre de plateformes, donc surtout, voilà, elles sont très actives actuellement aujourd'hui. Allons-y si vraiment on a besoin, c'est très important. Et puis, mettre les choses en mots, évidemment, hein, ça c'est vraiment… Mais parfois, ça ne suffit pas. Donc, il faut parfois avoir le courage d'agir aussi. Très bien. Donc, ça fait maintenant 45 minutes que nous discutons. C'est passé très vite. Nous allons donc passer à une petite conclusion que vous avez préparée en PowerPoint. Oui. Je mets ça en place. Hop.
Voilà. C'est bon pour vous? Ah voilà, ça y est. Moi, je le vois. On va espérer que tout le monde le voit avec nous alors. C'est bien. Hop. Bon, alors la définition, on va pas revenir dessus. Hein. On a abordé beaucoup de choses. Peut-être juste un mot sur la pulsion de mort, hein, qui est quand même intrinsèque à la question de la violence et qui s'oppose bien sûr à la pulsion de vie. Et c'était un des derniers travaux de Freud d'ailleurs dans ses travaux psychanalytiques, mais qui nous renvoie à la partie la plus sombre de nous-mêmes. Donc ça, c'est important de le dire. Il y avait la question de l'instinct aussi qui était importante. Alors, chez les humains, bon, bah, on a décliné toutes les formes d'agressivité. Je vais juste insister sur le dernier, ce qu'on appelle la sham rage, la rage violente sans raison apparente, c'est-à-dire ce qui nous dépasse, qui vient du plus profond de notre inconscient, qui nous met dans une rage, qui peut nous mettre dans une rage complètement démesurée et insurmontable. Donc, voilà, c'est important aussi de savoir que ça peut aller jusque-là. Alors, le contexte, j'ai juste pas le haut de ma diapo. Voilà, oui. Le confinement est-il un terrain qui favorise l'agressivité? Bon, on a répondu, hein, bien sûr. Hein, on sait bien que on a parlé des reproches, on a parlé de tous les ressentis internes, etc. Et puis aussi la question de la surpopulation et trop d'interactions dans un espace restreint. Il y a eu des études qui ont été faites justement sur les souris, hein, on s'est aperçu que quand il y avait une surpopulation dans un espace confiné, eh bien, il y avait des agressivités qui se manifestaient. Mais surtout, ce qui a été surtout démontré, alors scientifiquement pour le coup, c'est quand il y a trop d'interactions entre les êtres, en particulier là c'était des souris, mais trop d'interactions dans un espace restreint, ça crée de l'agressivité. Donc c'est pas seulement la surpopulation, mais ce sont les interactions. Et alors là, il y a la peur qui peut prendre le dessus, évidemment. Et chacun essaye de se protéger surtout, voire d'attaquer. Parce qu'il y a la question de l'attaque aussi. Alors donc, avant tout la repérer, en prendre conscience quand elle monte, en déterminer les causes. Bon, ça, on a vu que s'interroger sur soi-même, c'était important. Ne pas la laisser prendre le dessus. Bon, on va essayer de calmer le jeu, de la tempérer, de s'aérer. Là, aujourd'hui, c'est un peu compliqué, hein, de s'aérer, parce qu'à part se mettre à la fenêtre, tous ceux qui ont un jardin, bien s'aérer, ça peut être un peu compliqué dans les villes. Changer d'activité, changer de pièce, voilà, essayer de faire redescendre un peu la pression. Et puis, ne pas accepter quand elle déborde celui qui va vous l'exprimer vis-à-vis de vous. S'il y a de l'agressivité trop forte, eh ben, c'est aussi important de savoir dire stop. Le stop peut être vécu d'ailleurs comme une forme d'agressivité. C'est ça qui est assez incroyable d'ailleurs. Mais je crois que c'est important de pouvoir dire stop et d'assumer aussi le fait de dire stop. Proposer d'autres moyens de communication, puis si ça va trop loin, s'extraire évidemment, parler à une personne et puis éventuellement s'éloigner. On parle de s'aérer. Là, on parle des violences quand elles sont vraiment dans les passages à l'acte. Et si c'est possible de s'éloigner. Mais après, l'éloignement, il peut être virtuel, il peut être contacter une plateforme, il peut être essayer de contacter une association, il peut être, voilà. L'éloignement, s'il n'est pas possible corporellement, parce qu'aujourd'hui on est obligé de rester à l'intérieur, eh bien, c'est important de pouvoir le vivre autrement. Voilà. Et puis si on peut aussi s'aérer en s'éloignant dans une autre pièce ou en lisant un livre, écoutant de la musique, écoutant un podcast. Exactement. En regardant des super conférences sur YouTube, sur voilà, on peut penser à tout ça. Le jardin n'est pas l'unique solution. On pense à tous ces gens qui sont en appartement. Et bien sûr, bien sûr. Oui. Et puis qui sont nombreux parfois. Alors la bienveillance, bon, ben, on l'a vu que c'était effectivement qu'il y avait des origines diverses. Hein. Elle est à cultiver parce qu'on est dans des temps vraiment d'adaptation et de remise en question, et puis aussi de prise de décision, parce que il va y avoir des prises de décision à faire là. Hein. On va être tous à devoir prendre des décisions probablement pour le futur. Notre vie ne sera, tout le monde le dit, hein, c'est une banalité, mais sera certainement plus la même après qu'avant. Hein. Donc, on va devoir prendre des décisions les uns et les autres qui parfois seront peut-être difficiles. Malheureusement, d'ailleurs, pour certains, ce sera des décisions qui vont être professionnelles ou autres. Donc, c'est là où on va devoir vraiment mettre en avant la question de notre courage,
personnel, mais aussi collectif, pour essayer de dépasser cette période si difficile et si instructive aussi. Alors oui, j'ai voulu terminer par Hanuman. Alors Hanuman, c'est un petit dieu indien. Bon, chacun sait que j'aime beaucoup l'Inde, donc c'est un dieu que j'aime beaucoup parce que, alors il est à la fois le fils du vent et du dieu du vent, pardon, et d'une mère singe. C'est pour ça qu'il a un visage, voilà, la tête d'un singe. Alors il est intéressant parce qu'il incarne à la fois la force, la puissance et l'agressivité, mais qu'il a su transformer en courage et en bienveillance. Alors, en quoi est-ce qu'il est agressif? D'abord parce qu'il est très musculeux, très fort, très voilà. Et puis, il a une queue qui est extrêmement longue et qui se transforme en flamme. Donc, ça donne une espèce de force comme ça très particulière à Hanuman. Mais il a surtout des capacités extraordinaires à transformer son animalité en plein de valeurs comme la bonté, la générosité. Et elle se bat. Alors, il y a plein de mythes autour d'Hanuman, mais il y en a un en particulier qui est le principal, qui est qu'il a été capable pour sauver en particulier une femme, mais aussi des amis, parce que c'est pas seulement une femme, c'est aussi un couple d'amis. De passer par-dessus toute l'Inde, c'est-à-dire de partir du Sri Lanka, de s'appuyer sur une montagne, de prendre son élan, de traverser toute l'Inde, d'aller jusqu'à l'Himalaya, parce qu'on lui avait dit qu'il y avait des plantes, 4 plantes, qui étaient des plantes qui pouvaient sauver ses amis et cette femme Sita, qui est la femme de Rama. Et donc, il a pris son courage et il a traversé toute l'Inde, il est allé chercher les plantes, mais comme il n'avait pas la capacité de reconnaître les bonnes plantes, il a pris l'Himalaya tout entier et il l'a ramené au Sri Lanka. Eh ben. Voilà, donc il est vraiment très symbolique à la fois de l'agressivité positive, du courage et de la bienveillance. Bon ben, merci pour ces doux mots de fin et merci à tous pour votre participation. Merci en particulier à vous, Joël, pour toutes ces histoires et tous vos conseils. Hop, je vais arrêter le partage d'écran. Donc, c'était notre 5e session Intimus déjà. J'en profite maintenant pour remercier la technique, remercier Philippe Le Gonidec, qui est toujours là derrière nous et sans qui rien de tout ça ne serait possible. Donc, je vous invite encore une fois à retrouver cette vidéo et les précédentes sur la chaîne YouTube de la chaire Santé sexuelle et droits humains d'ici quelques heures. À tous ceux, encore une fois, qui voudraient aller plus loin, une bibliographie sera proposée avec des articles, des ouvrages. Et donc, nous vous donnons rendez-vous lundi à 11 h, toujours ici, pour parler du confinement et du couple, et le confinement dans le couple. Est-ce que ce serait un virus sur l'intimité? À partir de la semaine prochaine, nous allons passer à 3 séances par semaine. Donc, ce sera lundi, mercredi et vendredi. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve lundi. Merci Joël. Merci Georgina.